à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vraiment dire un grand merci à la CID avec laquelle nous organisons cette table ronde de nous accueillir à nouveau ici. Merci, ainsi qu'à toutes les équipes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Amélie Châtelier, déléguée générale de l'Agence du court-métrage et aussi coprésidente de la Fédération de l'action culturelle. L'année dernière, peut-être que certaines d'entre vous étaient ici, on était déjà là en fait, pour un point consacré à la crise des financements des collectivités territoriales et à ses conséquences pour les publics et pour l'action culturelle cinématographique. Cette question évidemment est toujours, d'actualité et on peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter aujourd'hui. Cette année, nous sommes vraiment ravis d'accueillir Gaëtan Bruel, président du CNC. Merci beaucoup. Dans un moment qui est évidemment un peu charnière pour notre secteur. Alors, ce moment, il est aussi un peu charnière pour la fac elle-même, donc je vais juste faire un petit retour en arrière pour, les personnes qui sont dans la salle, des adhérents peut-être ou des futurs adhérents. La Fédération de l'action culturelle, c'est une organisation professionnelle qu'on a créée il y a 6 ans, avec pour objectif, et c'est toujours le même, de rendre le secteur que nous représentons plus lisible, de porter sa voix dans les espaces de décision. Et donc on poursuit en fait, hein, notre, représentation du secteur, des acteurs, de l'action culturelle cinématographique, salles de cinéma, réseaux, circuits itinérants, cinémathèques, associations territoriales de tout type. On a aujourd'hui plus de 70 adhérents. On vient de faire notre assemblée générale et de consolider un petit peu notre gouvernance, et donc j'ai le plaisir aussi d'être accompagnée dans la salle par, William Benedetto, directeur de l'Alhambra, qui co-préside désormais la fac à mes côtés. Guillaume Poulet, directeur d'Imagest, et l'ACID, représenté par Pauline Ginaud et Clément Schneider, sont les vice-présidents de l'association. J'ai cru aussi apercevoir Olivier Bitoun, il est là, en tout cas en esprit, qui est le trésorier de l'association, représentant la région Bretagne. Voilà, donc merci à toutes et à tous de cette nouvelle représentation plus territoriale. Enfin, c'était aussi ce qu'on voulait faire. La fac aussi, grâce à un soutien du CNC, dispose de moyens financiers depuis peu, ce qui nous a permis d'engager la collaboration avec Olivier Meneux, qui va animer cette table ronde à mes côtés, qui est coordinateur général de la fac. Voilà, donc un petit peu pour le cadrage général. C'est vrai qu'on est dans un moment où les questions d'éducation aux images, de diversité, de présence du cinéma dans les territoires, de renouvellement des publics sont au cœur, des enjeux, des politiques publiques du cinéma, et vous en avez fait, monsieur le président, un des axes forts de votre arrivée, depuis votre prise de fonction. Depuis votre prise de fonction il y a environ 1 an. C'est vrai que c'est des signaux que vous nous avez envoyés à tout le secteur qui sont vraiment extrêmement importants pour nous, et c'est de ça dont on voudrait discuter avec vous aujourd'hui. Alors que c'est vrai que sur le terrain, on nous remonte aussi, hein, et c'est un des objectifs aussi de la fac, pas mal de difficultés, des fragilités économiques, une contraction des financements, des tensions, des difficultés de soutenabilité, réelle, hein, pour les organisations membres. Alors que dans le même moment, voilà, il y a les conventions CNC État-région qui sont en cours de renégociation. Des choses très, voilà, fortes comme l'annonce, autour du plan éducation au cinéma et aux images, les partenariats renforcés avec les régions. Donc voilà, c'est un petit peu le menu de notre échange. On s'est dit qu'on se donnait une petite heure, enfin dans la mesure de c'est vous qui évidemment paramétrer ça, mais en disant qu'on a 1 heure devant nous à peu près, et on a différents sujets qu'on aimerait discuter avec vous. Mais peut-être pour commencer simplement, une première question pour ouvrir la discussion. Du coup, après cette première année, à la tête du CNC et à la suite de votre tour de France des régions qui a vraiment été salué par l'ensemble des acteurs que nous représentons, on aimerait un petit peu savoir quel regard, vous portez sur l'état de l'action culturelle cinématographique, sur la place qu'elle doit occuper dans le modèle que vous défendez. Merci beaucoup de cette, invitation. Bonjour à toutes et tous. Tour de France qui n'est pas tout à fait fini. J'étais peut-être, trop ambitieux ou naïf en pensant que je pourrais aller non pas partout, mais en tout cas dans toutes les régions. Il m'en manque quelques-unes et du coup ça tombe bien, ça veut dire qu'on n'a jamais fini de faire le tour de France, Vous recommencez, heu ouais. et de recommencer. Donc, voilà, to be continued. Hem Pour moi, la vraie question, c'est, est-ce qu'il peut sérieusement aujourd'hui y avoir du cinéma sans une action culturelle cinématographique? La réponse est non. Et ça renvoie à une autre question, un peu basique, mais autant commencer par, les choses basiques. Qu'est-ce que le cinéma? C'est des films, mais c'est aussi des spectateurs. Et je crois que, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'opposer les enjeux de production aux enjeux de diffusion, mais de voir que les uns ne vont pas sans les autres, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons
profondément culturel, sociétal, démocratique. Au plan économique d'abord, c'est vraiment le message que j'ai souhaité partager, aux régions qui depuis une vingtaine d'années, se sont vraiment, fortement, engagées dans le soutien à la filière via notamment, le soutien à la production, mais pas seulement. Le soutien, concerne les différents genres. Mais c'est vrai qu'il y a un prisme, d'abord, économique pour voir comment ensemble on peut, État, région, avec d'autres acteurs, contribuer à financer des œuvres. Mais quand, la fréquentation dans les salles de cinéma dans le monde baisse de 40 ces 5 dernières années, quand en France, on se maintient mieux qu'ailleurs, mais enfin, c'est pas complètement réjouissant. On a perdu, 20 de fréquentation, ces dernières années. Quand on voit, certaines tendances, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde, dans la filière et pas simplement ceux dont c'est le métier d'après-vocation, doivent se préoccuper, eh bien, de former les spectateurs pour que tout simplement, notre grand et beau parc de salles, notre modèle continue à nouveau d'avoir des spectateurs. Mais ça n'est pas qu'une question économique. Donc même si on dit à nos partenaires dans les territoires et ailleurs qu'il y a des enjeux économiques associés aux enjeux de diffusion et qu'il ne faut pas caricaturer justement ce que vous essayez et vous faites très bien comme étant la cerise sur le gâteau voilà, d'une action, le supplément d'âme de la filière. Je crois que ça n'est pas ça. Vous êtes en réalité au cœur des enjeux économiques de la filière, mais en même temps, ces enjeux ne sont pas simplement économiques. Ils sont en réalité rien moins que de consolider, réinventer, mais vraiment pour garantir ce qui est le cœur de notre modèle et le cœur de notre réussite. Vous savez que le modèle français pour la culture, dans les différents domaines, est un modèle de l'offre. C'est-à-dire qu'en France, à la différence en réalité de la plupart des pays, on n'est pas dans une logique de faire des études marketing, de marché, qu'est-ce que les gens veulent voir. On fait des paris qui peuvent être risqués. On assume que les créateurs soient l'un des centres, le centre, même cette position est toujours à consolider, de ce modèle. Et donc, cette capacité à faire des paris créatifs, à permettre à une vision créative de s'exprimer, d'être partagée, évidemment, doit rencontrer la question des publics. Mais je crois que si on veut justement éviter de passer d'un modèle de l'offre à un modèle de la demande, c'est-à-dire du modèle, disons, d'une utopie en acte qui est justement de permettre, et le Festival de Cannes en offre chaque année beaucoup d'exemples, voilà, de permettre tout simplement à des jeunes talents de faire leur premier film, que ce premier film peut rencontrer un succès critique, pas forcément en termes d'audience, de billets vendus, mais notre modèle permet de faire ensuite le deuxième film. Et c'est comme ça qu'on a des palmes d'or, puisque manifestement cet indicateur est le seul qui compte pour certains. Il est très important, je pense que ce n'est pas le seul. Donc si on veut justement préserver ce modèle-là, il faut aussi ouvrir les yeux, et je le dis moins à vous qui, acteurs de l'action culturelle cinématographique, avez les yeux grands ouverts sur ces enjeux que au reste de la filière, au reste du pays. Je crois que si on veut justement maintenir ce modèle de l'offre, eh bien, il faut regarder en face le fait que les termes de la rencontre entre les œuvres et les publics, ces termes ne vont plus de soi. Et que plutôt, comme certains, je trouve, en voulant réduire le débat qui va nous occuper aujourd'hui, à des questions bêtes. Voilà, est-ce qu'il y a trop de films? Est-ce que les films rencontrent bien leur audience? On n'a aucune leçon à recevoir dans ce domaine. On est en Europe, le pays où non seulement notre cinéma national rencontre le plus son public, mais même dans un contexte de polarisation de la fréquentation, même dans un contexte où il y a des évolutions qui peuvent être préoccupantes, plus que jamais, c'est la diversité de notre cinéma qui rencontre une diversité de publics. Mais à nouveau, tout cela, ça ne va pas de soi. Et donc, je crois que c'est bien pour cette raison que, parce que le cinéma, c'est des films, mais aussi une rencontre avec des publics, que cette rencontre-là, il faut la susciter, il faut l'enchanter, il faut la renouveler, il faut voilà, toujours plus se dire comment on peut imaginer le visage qu'elle a dans un monde qui devient, pour le coup, de plus en plus compliqué. Et donc, tout ça pour dire que je suis profondément convaincu, mais comme l'équipe du CNC l'est, et je dois dire pas que à la direction des publics des territoires, même si elle a la charge de cette mission, je peux vraiment témoigner du fait que l'ensemble de l'équipe du CNC est vraiment convaincu qu'aujourd'hui, voilà, il faut que les enjeux de l'action culturelle cinématographique ne soient pas simplement les vôtres, soient ceux de toute la filière, soient ceux de tous les partenaires de notre filière, parce qu'on peut tout à fait avoir, dans un moment de grands défis à l'échelle planétaire, il ne faut pas se tromper, il n'y a pas qu'en France, il n'y a pas qu'en Europe que ces questions nous sont posées. On peut d'ailleurs se réjouir que dans notre pays, on y résiste, on résiste aux problèmes mieux qu'ailleurs. On est surtout en situation de trouver des solutions qui, pour l'instant, tardent à apparaître ailleurs. Mais pour répondre à ces défis, il faut
remettre un peu l'église au milieu du village et je trouve que l'un des points où aujourd'hui le débat doit se faire, eh ben, c'est justement celui-là et donc voilà, sortir un peu de cette situation, c'est vrai, de minorité où vos enjeux peuvent être, tout le monde dit qu'ils sont très importants. La question, c'est comment on se donne les moyens qu'ils soient effectivement importants. Alors, on va continuer l'échange. J'ai le plaisir de pouvoir entamer avec vous une série de questions justement sur ces éléments peut-être un peu plus concrets aussi pour les acteurs. Vous avez fait le tour incomplet, mais certes déjà très important des territoires et surtout l'année a été en tout cas scandé par, des discussions fortes avec les collectivités régionales et vous avez d'ailleurs procédé à une annonce il y a quelques jours, de 14 partenariats renforcés, sur je crois de mémoire sur les 18 territoires, concernés par les coopérations territoriales. Ça appelle évidemment à aller un peu plus loin dans la question de la situation, du questionnement que l'ensemble des parties prenantes de l'éducation aux images, de l'action culturelle, de la diffusion culturelle se posent, c'est que eux, ces acteurs sont concernés finalement par tous les échelons territoriaux de la coopération et on est totalement ravis et il est important que ce cadre coopératif avec les régions existe. Mais voilà, en tout cas, comment dans les cadres renforcés, l'action culturelle est-elle, pensée, posée et quelles perspectives vous voyez dans les mois, les années à venir, si tant est qu'il soit possible de projeter, à un horizon un peu plus long, cette relation multiniveau? Parce que c'est finalement un enjeu, dont on débat assez peu, mais finalement, un festival, une salle de cinéma, une coordination va être finalement financé, du bloc communal jusqu'à l'État avec des accompagnements qui sont parfois fragilisés aujourd'hui, on le sait bien. Donc, cette coopération, elle est le socle du cœur du dispositif que vous défendez et quelle projection et quel regard vous y portez? Bon, c'est beaucoup Oui, c'est beaucoup de de questions. sujets en un, mais peut-être pour commencer par ce qui me paraît être le plus important. euh, on est confronté à nouveau à beaucoup de défis, mais en réalité, le premier et le dernier défi qui finit par s'imposer à nous tous, c'est comment on tient. C'est-à-dire comment on fait pour pas être en état de burn-out, comment on fait pour garder non seulement la niaque, mais aussi une forme de sérénité, voilà, d'envie simple qui aussi fait qu'on est content de se lever le matin et de se dire non seulement qu'on réussit, ça on peut se le dire parce que tiens, vous réussissez, mais qu'on va garder l'énergie, les moyens, le soutien pour continuer. Et donc cette question de l'articulation entre l'analyse qu'on peut faire des enjeux, l'ambition qu'il faut se donner, mais surtout les moyens qu'on va pouvoir avoir, ça, en tout cas moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup interpellé dans les fonctions que j'ai pu occuper, c'est qu'en réalité, le pire, c'est de se donner une grande ambition, mais sans les moyens qui vont avec. Il vaut mieux parfois se dire, bon, on va un peu en rabattre sur l'ambition, mais au moins il y aura une cohérence entre l'ambition et les moyens. Donc voilà, il y avait vraiment pour moi, quand j'ai pris mes fonctions, ce constat de tous ces défis. Et si j'en prends un sur l'éducation aux images, puisqu'on a fait un tout petit peu évoluer la formulation pour parler d'éducation au cinéma, à l'image, on pourra revenir sur ce point précis ensuite si vous le souhaitez, mais on voyait bien qu'il y avait quand même une situation un peu paradoxale d'avoir des dispositifs qui marchaient formidablement bien, d'un moment politique où on entendait de plus en plus dire c'est hyper important, et en même temps sur le terrain, de voir que la situation se dégradait, et je ne dis pas qu'elle s'est complètement arrangée, ça continue de se dégrader à certains endroits, mais parce que voilà, dans la manière dont, au sein de l'éducation nationale, la question de la formation continue pouvait impacter les dispositifs directement ou indirectement, la question des baisses de subventions à différents niveaux, les collectivités, mais aussi l'État, notamment à travers les DRAC. Donc on voyait bien que c'était à la fois positif qu'il y ait l'envie d'aller plus loin, mais avant d'aller plus loin, il fallait s'assurer qu'on arrive juste à se reposer 2 secondes, à se dire, bon, est-ce qu'on n'est pas en train juste d'attaquer ce qui nous permet juste de faire la base du travail? Je sais que c'est des questions qui, voilà, pour vous, sont très importantes. C'est aussi la question de tous ces appels à projets. Et en fait, voilà, de plus en plus, mais on le voit dans d'autres domaines de la société, on le voit dans le domaine du mécénat, de plus en plus, c'est vrai que les soutiens sont très, très fléchés, sont très, très saucissonnés. Et en fait, ce qu'on perd de vue, c'est que pour faire tout ça, il faut un peu qu'on ait un socle de soutien et j'ai envie de dire de sérénité pour que les structures existent et qu'effectivement, elles ont ensuite l'élan pour faire telle ou telle action. Donc, ce constat-là de comment on arrive à enrayer certaines baisses, j'ai souhaité en faire le préalable de notre action et je suis heureux et fier de pouvoir vous dire, après un an, ce qui me paraît très tangible et très mesurable d'un point de vue financier,
pour qu'on aille un peu dans cette direction-là. Bon, il y a évidemment un sujet avec les régions et les collectivités, mais qui est une question plus profonde que cela. Moi, quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on voit bien que dans le débat public, malheureusement, la culture devient de plus en plus un thème négatif, d'abord pour ceux qui n'y croient pas. Malheureusement, dans des régions en France, ça rapporte de taper sur la culture. Et ça ne veut pas dire qu'il y a plus de gens qui y croiraient encore positivement, mais voilà, ceux-là n'osent plus ou ne veulent plus prendre la parole. Et pour moi, ça renvoie à un problème encore plus profond, qui est la base de toute chose dans cette polarisation du débat autour de la culture, c'est qu'il y a une sorte de décalage croissant entre les pratiques culturelles des Français, qui restent quand même extrêmement nombreux à avoir des pratiques culturelles. On sait que ça se tasse un peu, mais quand même. Mais comment vous expliquer que l'an passé, on a eu 42 millions de Français qui sont allés dans une salle de cinéma. Ils sont allés en moyenne 4 fois dans l'année. À 40%, ils sont allés voir du cinéma français. Et parmi ceux-là, il y en a un nombre croissant qui ignore, voire critique, le modèle qui pourtant rend tout simplement possible ce plaisir de la salle de cinéma. Et donc c'est là où ça va être de faire un petit détour par les attaques qui viennent de certains bords politiques. C'est à la fois la cause et le symptôme de cela. C'est aussi parce qu'on a du mal aujourd'hui à refaire de la culture un thème positif, où les élus peuvent se dire « bon, ça fait sens aussi vis-à-vis de mes électeurs », où les électeurs eux-mêmes arrivent à se réconcilier entre les spectateurs qu'ils sont et les citoyens électeurs qui vont être dans quelques mois. Voilà. Et donc, je pense que ce sujet-là, c'est notamment au niveau des collectivités qu'on peut le travailler. Parce que dans les facteurs de risque qu'on a identifiés avec l'équipe, il y a effectivement le fait que la relation entre l'État et les collectivités, elle s'est un peu tendue ces dernières années, hein, pour des raisons qui, je dirais, sont ni la faute de l'État ou des collectivités. En gros, pour donner ce qui me paraît être les grands paramètres, en France, 2 tiers de la dépense culturelle est portée par les collectivités, seulement 1 tiers par l'État. Et en même temps, l'État dit parfois, peut-être trop souvent, la culture, c'est moi. Et je suis quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans les collectivités et seulement du côté de l'État, c'est pour ça que je me permets de le dire. Et en même temps, donc d'un côté, il faut vraiment reconnaître que les collectivités jouent le premier rôle, singulièrement dans les territoires pour le soutien à la culture. Mais si vous regardez un peu sur la longue durée, hein, le désengagement relatif des collectivités, il n'a pas commencé il y a 2 ans. Ça fait une quinzaine d'années qu'à bas bruit, à différents niveaux, à différents rythmes, on voit un relatif désengagement qui s'est accéléré ces 2 dernières années dans un contexte notamment de contraintes budgétaires fortes, mais pas que de contraintes budgétaires fortes, aussi dans le contexte politique auquel je faisais allusion. Et l'État, en même temps, lui, a continuellement renforcé ses engagements, et notamment, il faut dire que le budget du ministère de la Culture, il est passé de 3,5 milliards à 4,5 milliards au cours des 6 dernières années, et que le CNC lui-même a continuellement renforcé ses engagements. Aujourd'hui, on est entré dans un moment un peu nouveau, où effectivement, y compris du côté de l'État, on est confronté à des baisses. Ça a été, notamment au niveau des DRAC, quelque chose qui a été extrêmement durement ressenti. Et je peux témoigner de nombreux échanges avec mes collègues DRAC que c'est vraiment pas de gaieté de cœur et au contraire, en dernière extrémité, qu'ils ont dû se résoudre à faire des baisses sur des programmes dont ils savent qu'ils sont extrêmement importants. Mais c'est justement ça qui est inquiétant. Quand en dernière extrémité, on n'a pas d'autre choix que faire des baisses là, et ben ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation qui est fâcheuse. Donc, très concrètement, moi je me suis demandé, qu'est-ce qu'on peut faire pour, avant toute autre chose, consolider les financements que chacun apporte? Parce que sinon, on va être dans la situation où tout l'effort qu'on pourra mettre en plus, il servira juste à compenser des baisses par ailleurs. Et entre-temps, on n'aura pas vraiment progressé. Et donc, dans les choses qu'on a faites et qui sont en train de se mettre en place, il y a eu d'abord la discussion avec les DRAC ou dans le cadre du plan ECI, voilà, on a souhaité la mise en place d'un fonds de concours. Il a un tout petit peu lent à se mettre en place parce que c'est assez complexe, mais je vous confirme qu'il est en train d'arriver et je peux vous dire qu'on parle d'un montant de un peu plus de 2,5 millions d'euros pour cette année. Donc là, l'idée, c'est que les DRAC connaissent malheureusement des baisses de crédit comme l'ensemble du ministère. On a la chance d'avoir un modèle cinéma parce qu'il ne repose pas, comme vous le savez bien, sur le budget de l'État qui, pour l'instant, est préservé de ces contraintes budgétaires de l'État. À l'avenir, ça peut être différent selon ce qui est voté au Parlement et selon ce qu'est aussi l'évolution de notre marché sur lequel on est, comme vous savez, indexé. Mais en attendant, moi, j'ai souhaité que la petite marge qu'on avait, nous, cette année, on la mette 100% dans les territoires et notamment avec ce fonds de concours. Donc 2,5 millions. En fait, c'est plutôt un peu plus. Techniquement, 2,5 millions qui sont réinjectés du CNC vers les DRAC. Juste pour la technique. Donc en gros, ça veut dire que les DRAC qui ont commencé à faire des baisses l'an passé, qui s'apprêtaient à les poursuivre cette année, vont être compensés avec de l'argent qui vient du CNC pour revenir sur les budgets pré-baisse de l'an passé, de 24. Donc non seulement on neutralise par avance les baisses de cette année qui devaient intervenir, mais on annule les baisses de l'an passé. Donc c'est-à-dire que côté État,
on est en mesure de faire en sorte, et d'une manière où on ne change rien d'autre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, c'est en rien une reprise en main du CNC. C'est au contraire reconnaître le rôle majeur et complémentaire des DRAC par rapport au CNC pour que l'État, il y ait une cohérence dans la posture entre le CNC et les DRAC, et qu'effectivement, au niveau des DRAC, eh ben, il n'y ait pas de baisse cette année, mais on revienne sur les baisses de l'an passé. Ça, c'est une première chose. Je sais que ça met un peu de temps à se mettre en place, mais je vous assure que l'argent est mis de côté et donc c'est une question de semaines. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on va réussir au moins à garantir cela. Les partenariats renforcés, c'est exactement la même démarche, mais par des canaux différents qu'on a voulu proposer aux collectivités et en particulier aux régions et autres collectivités qui sont en conventionnement avec l'État. C'est le constat que, effectivement, on avait cette échéance de renouvellement du cadre conventionnel entre l'État et les collectivités cette année, pour les 4 prochaines années aussi pour enjamber les élections régionales 2028, donc 26-29. Donc c'était l'occasion un peu de se reparler des grands principes de ce partenariat. Bon, le premier message, c'est que ce partenariat, il marche fondamentalement extrêmement bien. C'est pour ça que j'ai souhaité proposer le renouvellement presque à l'identique du cadre conventionnel. On est encore en train de l'affiner, mais voilà, l'idée c'est de dire ces conventions, elles parlent de tous les sujets, le soutien à l'amont, à l'écriture, au développement, aux auteurs, soutien à la production, soutien à la diffusion, évidemment, soutien au patrimoine. Donc il n'y a pas de raison de commencer à changer cela. Là où il y a peut-être des petits ajustements, il y a peut-être besoin, sur des enjeux de liberté de création, liberté de programmation, de remettre certains principes dans la gouvernance des fonds. Voilà, on avait des points à faire valoir et je veux d'ailleurs saluer la démarche qui a été la vôtre de nous faire un certain nombre de propositions qu'on a pu embarquer dans ce dialogue avec les régions. Mais évidemment, ça ne suffisait pas de faire le constat que le cadre conventionnel était le bon, parce qu'on voyait bien en même temps qu'il y avait, bon, à l'exception d'une région que chacun a en tête, où là, je crois que ce n'est pas simplement une question de contrainte budgétaire, c'est une volonté politique de se désengager, mais il y avait par ailleurs des régions qui étaient confrontées à des arbitrages quasi impossibles. Et je crois que là, il fallait qu'on arrive à avoir une démarche qui ne pouvait pas être la même que celle des DRAC, parce qu'à nouveau, l'argent de l'État n'a pas vocation justement à venir compenser le désengagement des collectivités, mais tout simplement à refaire de la culture et de l'engagement pour la culture, de l'engagement pour notre filière, un thème positif. Et donc, ce que j'ai proposé aux régions en septembre dernier, ça a mis un peu de temps, mais je crois que ce temps a été très utile pour maturer cette discussion, c'est de dire très simplement qu'avec toutes les régions, y compris celle qui s'est le plus désengagée, moi, je ne veux ostratiser personne parce que je sais que derrière, on a des territoires, on a des acteurs, on a des citoyens. Mais simplement, dans ce contexte-là, les régions qui sont prêtes à faire le choix de maintenir leur engagement, et on sait que dans le contexte où elles sont, c'est en soi un effort, l'effort de ne pas baisser. Les régions qui, avec l'État, avec la filière, entendent l'urgence de la diffusion, entendent qu'aujourd'hui, même s'il peut y avoir une pente naturelle à soutenir la production, et on est absolument évidemment sur ce sujet-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il fallait aussi convaincre l'ensemble des régions de l'importance du sujet de diffusion. Et donc, ce partenariat renforcé, et je suis vraiment même heureusement surpris qu'on ait eu autant de régions qui ont souhaité le signer dès la première année, c'est de dire, voilà, elles prennent un engagement qui est de ne pas baisser les crédits dédiés à la diffusion, dédiés aux salles de cinéma, dédiés aux festivals, dédiés à l'éducation aux images. Et donc, si ces crédits ne baissent pas entre 25 et 26, ça les fait entrer dans une nouvelle catégorie de partenariat avec l'État où il y aura tout ce qu'il y avait avant, mais il y aura des choses en plus. Alors, les choses en plus, ça peut être du cofinancement selon une clé très avantageuse, 2 pour 1 ou 3 pour 1. Bon, je penserai en détail si vous voulez, mais je ne veux pas qu'on se perde trop. Mais c'est d'autres choses. C'est vraiment de se dire que les régions, c'est évidemment les chefs de file de cette action dans les territoires. Les régions ont vocation à être l'échelon de référence aussi pour parler davantage demain aux collectivités infrarégionales. Mais que ce rôle de chef de file dans les territoires, ça doit, si on va au bout de la logique, nous conduire à reconnaître effectivement que si on veut territorialiser toujours davantage la filière, peut-être qu'il faut reconnaître la vocation nationale de certaines régions à dire, voilà, quand une région comme Nouvelle-Aquitaine reste très engagée pour le court-métrage dans un contexte où on sait que c'est compliqué parce que la plupart des autres régions se sont désengagées de la question du court-métrage, peut-être que la région Nouvelle-Aquitaine a un mot particulier à dire sur des enjeux au-delà du dialogue qu'on pourrait avoir. Donc, aujourd'hui où on en est, je crois qu'on a, avec le fonds de concours, une capacité à garantir pour cette année, et j'espère les prochaines années, puisque l'idée, ce n'est pas que c'est un one-shot, chaque année, tant que le CNC est là et tant que nos budgets ne sont pas trop entamés, on priorisera toujours le fait de venir neutraliser d'éventuelles baisses du côté des DRAC.
Je pense qu'avec les régions, ce formidable engagement de 14 régions maintenant nous oblige à aussi être à la hauteur côté État de ce partenariat renforcé en voyant comment les régions aussi y ont leur intérêt. Et sur cette base-là, on va pouvoir faire des choses supplémentaires avec de l'argent en plus. Et je donne l'exemple du fonds qu'on vient officiellement de lancer. L'appel va être ouvert bientôt, fonds pour des projets innovants dans le domaine de l'éducation aux images. C'est 700 000 euros. Ce que je veux dire pour faire le lien, et après je me tais, c'est que si on avait mis en place ce fonds dans un contexte où par ailleurs les budgets des DRAC continuaient de baisser, où les collectivités se désengageaient plus qu'elles ne vont le faire, c'est un peu écoper le Titanic. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais été le premier à dire, aussi important que soit le fait de suivre des démarches innovantes, je pense qu'on en a besoin, mais il y a peut-être plus urgent que ça. Et l'urgence, c'était ce socle. Donc je crois qu'aujourd'hui, sans être ignorant des difficultés qui demeurent, il n'y a pas de baguette magique où tout se résout d'un coup, mais je crois qu'il faut qu'on avance sur plusieurs fronts à la fois. Le premier des fronts étant comment on garantit ces moyens un peu socles, un peu de pérennité, pour d'abord qu'on puisse collectivement souffler un petit peu, reprendre notre souffle, et puis effectivement avoir de l'ambition pour la suite. Et vraiment, l'engagement que j'ai pris en prenant mes fonctions et que je reprends à chaque fois que je peux en parler avec la filière, c'est je ne nous donnerai aucune ambition qui n'ait pas les moyens derrière. En tout cas, dont je ne pense pas qu'on puisse s'en donner les moyens, parce que vraiment, on a suffisamment à faire avec les challenges présents qui ont des solutions pour ne pas s'embarquer dans ce qui serait des lunes peut-être utopiques, mais qui nous conduiraient à en réalité se retrouver au pied du mur de moyens qui ne sont pas là. Alors merci pour cette réponse. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'évidemment, vous avez une position très forte sur ces sujets. On le salue et encore une fois, ce volontarisme, cette expression, elle est nécessaire par les temps qui courent. Donc, vous répondez déjà à beaucoup de questions par avance et sans vouloir enfoncer certaines portes. Parlons un peu des enjeux, si vous voulez bien, que vous mettez en avant, d'ailleurs, les enjeux cognitifs, de santé publique, les enjeux de standardisation des contenus qui sont de plus en plus présents et les acteurs ici dans cette salle, mais l'ensemble de la filière, dans les festivals, dans les associations, les coordinations, l'ensemble on va dire j'allais dire des premiers de cordée, sans vouloir dire voilà, c'est venu spontanément, mais en tout cas quelque chose qui relève de l'avant-poste des problématiques que vous portez comme essentielles. Moi, je suis ravi de lire dans votre discours des 80 ans et on peut tous le saluer que les acteurs de l'action culturelle sont peut-être la solution que vous mettez en avant comme dans la réponse mondiale aux problématiques de défection, donc sur l'ARSS, sur les questions d'éducation aux images. Vous avez lancé, en tout cas les deux ministres de l'Éducation et de la Culture ont lancé un plan ECI, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un élément très attendu, très important. Le rapport d'Édouard Geffray a été salué pour sa qualité et son analyse. Vous évoquez un fonds qui a été lancé il y a quelques jours également, d'ailleurs le même jour que les partenariats renforcés, donc des belles annonces avant Cannes, c'est de tradition et ce sont des bonnes nouvelles. Quelles sont les prochaines étapes de ce plan ECI, ce plan d'éducation au cinéma, aux images? Parce que si on parle de doublement, même si cette vocation est sans doute aussi une cible stratégique qu'on n'attendra pas forcément, il n'en demeure pas moins qu'au quotidien, on voit bien que dans les salles, la question de la relation aux écrans, la question des pratiques des images sont de toute façon des questions sociétales. Et cette question, il va falloir y répondre et ces acteurs-là, aujourd'hui, sont à la fois prêts à y aller et en attente de réponse. On entend bien la consolidation et la préservation. On reprend notre souffle. La question, c'est comment on passe l'étape d'après, l'accélération, si j'ose dire. Bon, d'abord, je veux rendre à César ce qui lui revient. Voilà, je ne peux pas mieux dire que je dois à l'éducation aux images, à un professeur, la découverte de ce qu'est une salle à réessai, d'avoir vu mon premier documentaire. Donc, tout ça, je l'ai éprouvé très personnellement. Mais pour être honnête, c'est en réalité tout ce que vous dites est fait depuis longtemps. Et donc, voilà, moi, je vois aussi le rôle du CNC comme celui d'amplificateur de ses convictions, de ses débats. Et donc, je tenais à réinsister sur le fait que je me sens surtout comme porte-voix de vos enjeux ici. Ce qui est pour moi le message le plus important, pas tant pour vous à nouveau, parce que ce message, il vient de vous, mais le message qu'ensemble, on doit porter à l'extérieur. Alors, à l'extérieur de cette salle, c'est-à-dire que, y compris au sein du festival, au sein de la FIR, je pense que ce message, il a toujours besoin d'être entendu, même si évidemment nos collègues, camarades, partenaires de la FIR sont spontanément convaincus, mais il faut quand même toujours le redire, mais surtout à l'extérieur. C'est qu'en fait, quand on parle d'éducation au cinéma et à l'image, quand on mène l'action qui est la vôtre, évidemment, on prépare l'avenir de la filière. On s'assure que le marché cinématographique
va rester ce qu'il est. Mais je crois qu'on fait quelque chose qui est en réalité beaucoup plus fondamental. C'est qu'on donne à nos concitoyens, à nos familles, à notre société, des instruments pour répondre à ce qui me paraît être l'un des défis les plus grands, les plus graves auxquels on est effectivement aujourd'hui confronté et auxquels tout absolument revient, y compris les polémiques de ces dernières semaines, en réalité, sans vouloir excuser personne, parce que je crois qu'il n'y a pas d'excuse à chercher parfois quand voilà, on lance des polémiques dont on sait qu'elles sont par avance un peu un peu insidieuses ou outrancières, quand on pose des questions sans être intéressé par les réponses. Mais la réalité, c'est que on est en train de subir un mouvement d'enfermement dans le petit écran. C'est que nos vies, les débats politiques, tout finit par être malmené, mis en pièces par cette polarisation qui est celle de notre rapport aux écrans, aux petits écrans. Et donc tout ce que, voilà, on a déjà exprimé les uns et les autres sur le fait qu'il y a un paradoxe, qu'on n'a jamais passé autant de temps sur les écrans, mais jamais aussi peu avoir les œuvres qui s'y trouvent. Le fait que le cinéma est en un sens la victime de cette bataille pour l'attention. En France, aujourd'hui, les chiffres, c'est qu'un adulte passe en moyenne 5 heures par jour devant un écran, mais seulement 5 heures par an devant un écran de cinéma. Ben, on voit bien qu'en un sens, on est presque sorti de cette bataille pour l'attention. Mais là où il ne faut pas du tout se désespérer, et au contraire, je pense très confiant sur cette capacité non seulement de rebond, mais même voilà, d'aller conquérir une place qu'en réalité on n'a jamais eue jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que l'éducation aux images et que le cinéma, avec nos salles de cinéma, pour répondre à ces défis. Euh, on entend beaucoup, alors premièrement, positif, on voit quand même cette prise de conscience se fait de plus en plus sur ce défi civilisationnel que constitue notre rapport aux écrans. C'est un problème de santé publique, de santé mentale, de productivité économique, hein. C'est toujours un bon argument parce qu'on est parfois confronté à des gens qui voilà, ont un peu moins que nous spontanément un discours d'émancipation et de transformation sociale, mais aussi le fait qu'on perd aujourd'hui 1 point de PIB du fait de notre rapport aux écrans, parce qu'on perd en productivité, bah, c'est aussi un argument qui peut convaincre des chefs d'entreprise, qui peut convaincre des parlementaires de tous bords. Donc, en réalité, il y a plein de façons de décrire ce problème. Donc, ça, c'est un premier point positif. Alors, le point qui est assez négatif dans le constat, c'est qu'en réalité, le sentiment qui monte dans des études hein, qui sont faites, c'est que les Français ont de plus en plus conscience du problème du rapport aux écrans, mais en même temps que monte la prise de conscience, monte un sentiment d'impuissance. Il y a une étude faite par le ministère de l'Éducation nationale quand j'ai travaillé qui disait que plus de 80% des parents ont conscience que leur propre rapport aux écrans constitue un problème vis-à-vis de leurs enfants. Et 70%, donc quasiment le même nombre des parents, considèrent que, tout en ayant conscience du problème, ils ne savent pas comment le changer. Et donc je pense que dans toutes les raisons un peu de frustration qu'on peut sentir monter de la société, je pense qu'il y a des enjeux économiques, sociaux qui sont clairs. Il y a aussi cette question du rapport aux écrans. Le problème est devant nous, si j'ose dire dans nos mains, mais on ne sait pas quelle est la solution. Alors dans le débat, on a beaucoup vu émerger la question de l'alternative aux écrans. Le fait de dire que, effectivement, l'école doit sans doute devenir, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, un sanctuaire numérique, qu'on laisse les portables à la porte. Je crois que c'est nécessaire, mais si on ne fait que ça, moi je crains que ça ne soit pas suffisant et même contre-productif. Parce que les écrans, les téléphones sont devenus tellement importants aujourd'hui qu'en réalité, on ne peut pas éviter des logiques de décompensation où votre gamin, quand il rentre de l'école, il se remet encore plus son téléphone. Et donc, je crois qu'en réalité, on n'a pas de choix, pas d'autre choix que de changer notre rapport aux écrans sur les écrans eux-mêmes. Et c'est là où il faut aller plus loin dans l'analyse et plus loin dans l'action en réponse. L'analyse, c'est de voir que le problème, c'est pas simplement que nos enfants entre 3 et 10 ans, ils passent en moyenne 2 heures par jour sur un écran aujourd'hui, alors qu'on sait les effets absolument délétères que cela a pour ces enfants. Le problème, c'est qu'est-ce qui est regardé sur ces écrans. Et c'est là où il faut qualifier le fait que l'image animée, qui a été pendant plus de 100 ans quelque chose de fondamentalement positif, comme disait Tavernier, c'est ce qui a ouvert le monde au monde, c'est ce qui nous a permis d'avoir un rapport, construire un rapport personnel à la beauté, à la vérité, un rapport à soi, aux autres. Bref, tout ça, c'est en train de complètement changer. Ça a déjà changé dans la boucle infinie des réseaux sociaux. On voit bien que l'image animée devient l'agent d'une croisade contraire, devient vraiment quelque chose d'extrêmement négatif. Et donc ça, c'est pas simplement le temps qu'on passe sur les écrans. C'est qu'est-ce qu'on y fait sur ces écrans. C'est le fait que l'IA générative aujourd'hui, elle introduit un trouble fondamental dans notre rapport au monde, parce que plus rien n'est honnête, tout devient flou. Il y avait du trucage avant, il y en a depuis toujours.
Mais le fait qu'il y ait eu trucage n'empêchait pas que justement, c'était une manière de comprendre la complexité du rapport aux faits et au vrai. Donc il y a un trouble dans les images elles-mêmes, il y a un trouble dans l'art du récit. La question du microdrama, ben ça pour moi c'est le type d'image animée aujourd'hui qui me paraît être le plus problématique parce que effectivement c'est des formats où on importe des mécanismes d'addiction qui ont été développés dans d'autres pays outre-Atlantique pour faire du chiffre et on a maintenant ben, ce croisement de ce que sont une tradition peut-être de séries création de visuels à la sauce smartphone, mais ça n'est que négatif. C'est-à-dire que c'est des histoires simplifiées, des personnages caricaturaux, des valeurs rétrogrades, tout ça pour vous faire payer. Donc voilà, ceux qui nous disent, ce que j'ai dit récemment et ça a fait sourire, mais ceux qui nous disent dans un contexte déprimé au plan économique, on n'a quand même pas boudé un nouveau relais de croissance. Le tabac aussi a été un relais de croissance quand cette industrie s'est développée. Et je crois qu'au contraire, nous, il faut, avant de montrer les solutions qu'on a, on a un rôle à jouer les uns et les autres pour qualifier le problème qui est dans nos mains. Alors, en quoi tout ce que vous faites et ce qu'on fait, bah, c'est la première des solutions, c'est qu'on a 35 ans de retour d'expérience du fait que ma classe au cinéma, c'est pas simplement donner le goût des films, pas simplement donner le goût de la salle, c'est un premier pas qui est déjà décisif pour changer le rapport de nos jeunes aux écrans. Mais là, et sans être trop long, pour aller tout de suite à Olivier rigole quand je dis que je suis un peu long, je suis un peu bavard, mais pour aller tout de suite au point du plan ECI et de ce que me paraissent être les deux avancées fondamentales, euh, c'est qu'il faut être sérieux sur le fait que, aussi important que soit ma classe au cinéma, ça ne suffit pas pour se dire qu'on va sauver le rapport de nos jeunes aux écrans. C'est pas, malheureusement, le fait d'aller 3 fois dans l'année dans une salle de cinéma dans un cadre super accompagné. Je pense que c'est décisif pour faire naître un désir de cinéma, un goût de la salle, mais les enjeux sont tellement grands qu'il fallait aller plus loin. Et donc, ce que me paraissent être les deux avancées de ce plan, alors ce n'est pas des avancées qui sont maintenant crantées, il faut maintenant qu'on les construise pas à pas, mais ça va être déjà plus le cas dès la rentrée, c'est premièrement, comment on se donne l'ambition d'une éducation universelle au cinéma et à l'image. C'est-à-dire que non seulement, donc c'est là où effectivement il y a peut-être un malentendu sur l'idée du doublement qui a été porté, qu'on mette 2 ans ou 10 ans, on y arrivera parce qu'on doit y arriver. On doit se donner l'ambition qu'en réalité, le plus tôt possible, ce soit 100% de nos jeunes qui soit font ma classe au cinéma, mais en tout cas ont d'une manière ou d'une autre, d'une manière et d'une autre, de plein de façons, une vraie éducation aux images dans lequel le cinéma joue le premier rôle. Et il y a plein de leviers qu'on peut chercher. Dès la rentrée prochaine, l'ensemble des programmes scolaires intègrent un référentiel de formation pour qu'on passe d'un fonctionnement actuel où on a 80 000 enseignants qui emmènent des classes chaque année encore pour ma classe au cinéma. Ben, à la rentrée, vous avez 800 000 enseignants qui vont tous avoir dans leur référentiel de formation une entrée pluridisciplinaire pour que la question de l'éducation au cinéma et aux images soit saisie de plein de façons, à tous les niveaux, dans toutes les disciplines. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ça va tout changer, mais c'est quand même une brique décisive pour que ce qui était malgré tout quelque chose d'un peu optionnel, d'un peu secondaire, devienne quelque chose d'essentiel parce que c'est gravé dans le marbre des programmes scolaires. Et c'est là où tout ce qu'on fait à partir de là, le fait qu'on se donne l'ambition dès la rentrée prochaine de former 2000 primo-enseignants dans les académies, notamment par exemple de Versailles et de Créteil, où se forme, où arrive la moitié des primo-enseignants, c'est là où on commence beaucoup la carrière. Bon, donc c'est vraiment avoir une ambition plus forte, mais qui est vraiment fondée à nouveau sur des moyens, des choses concrètes, qui va nous permettre de dire, premièrement, essayons de se dire exactement comme, je vais être un peu grandiloquent, mais au 19e siècle, on s'est dit, il faut, devant l'urgence démocratique, de faire en sorte que la totalité de nos citoyens ait un rapport personnel à la lecture et à l'écriture, parce que c'est la base de ce qu'est être un citoyen, et c'est aussi comme ça que la Troisième République s'est constituée. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de se donner la même ambition sur la question du rapport aux images. Et il était temps, puisqu'on dit depuis longtemps qu'on vit dans la civilisation des images. Bon, il y a pour moi une petite entourloupe sur le fait que on dit ce sont des images, mais en fait, on pense en réalité beaucoup à l'image fixe, alors que, sans vouloir faire de concurrence mal placée entre la photo et le cinéma, mais je crois que vraiment, on n'a pas assez mesuré à quel point cette civilisation des images, c'est une civilisation des images en mouvement. Et ces images en mouvement, elles sont pour une part de plus en plus négatives. Et donc, l'urgence d'avoir une ambition universelle pour cette éducation au cinéma à l'image, ça passe premièrement par voilà, le fait que de plein de façons, on va, dès la rentrée prochaine,
avoir des instruments beaucoup plus puissants. L'autre dimension qui me paraît également décisive, c'est la question de la pratique. La pratique, elle n'est pas nouvelle. Ça fait au moins 35 ans et en réalité plus que un peu partout en France, il y a des formidables initiatives de pratique des images, certaines comme toute la lumière sur les SECPA qui ont été si j'ose dire, nationalisées déjà. Mais je crois qu'aujourd'hui, et je reviens toujours à mon exemple du 19e siècle, en fait, de même qu'on n'aurait pas idée d'apprendre à lire sans apprendre à écrire, parce que ces deux apprentissages se complètent mutuellement. Je veux aussi rendre à l'Institut Jean Vigo de Perpignan, qui, dans sa contribution au plan ECI, a écrit une note assez formidable sur justement comment les enjeux de voir des images s'articulent avec l'enjeu de la pratique des images. Et je trouve que cette vision, elle est extrêmement forte, extrêmement juste. Donc, pour le dire autrement, je pense que ma classe au cinéma, ça reste évidemment le cœur de notre combat pour l'éducation au cinéma à l'image. C'est vraiment ça d'abord qu'il faut consolider pour ne pas fragiliser davantage. C'est là où il faut demain se donner l'ambition d'aller un peu plus loin. Mais je crois qu'autour de ma classe au cinéma, il y a beaucoup d'autres choses à activer et que le fait demain de ménager des vrais parcours, un continuum de formation pour les élèves, pour les enseignants, pour les acteurs, dans lequel on articule mieux la question d'aller voir des œuvres et d'être soi-même dans une posture assez éclairée, assez active, de pratiquer les images, soit qu'on va filmer, soit qu'on va monter, soit qu'on va programmer, soit qu'on va être dans une démarche de critique, absolument. Je crois qu'il y a plein de façons aussi d'être dans cette pratique-là. Et donc voilà, c'est ce qui fait que ce plan ECI, vraiment, on a raison de voir son ambition, on a raison de se demander est-ce qu'on va pouvoir maintenant pas être déçu dans la mise en œuvre. Et en tout cas, je peux vous assurer que on est à fond sur une mise en œuvre, voilà, qui prend un peu son temps, mais quand même une mise en œuvre en majorité à la rentrée, c'est assez ambitieux. Mais je crois que on est sur une échelle de temps de quelques années, mais là, les quelques années qui viennent vont être positivement décisives pour, fort de ce socle qu'on arrive, j'espère, à consolider, se retrouver en voyant qu'on a progressé, pas d'abord d'un point de vue quantitatif pour le plaisir de montrer des chiffres, mais aussi parce que on sait qu'on va, pour chacun des jeunes qu'on accompagne, développer un sens un peu plus profond de ce rapport aux images qui peut tant nous inquiéter par ailleurs. Je reprends le micro. Pardon. C'est bien un seul micro, mais c'est plus compliqué. Mais je vais poser une dernière question et peut-être laisser ensuite la salle interagir. D'abord, merci encore pour ces propos. Je pense que, sans prétention, les acteurs de l'action culturelle ont conscience d'être au cœur de cette solution depuis très longtemps. Ils aimeraient être encore présents au moment où cette solution est de plus en plus nécessaire. C'est vraiment l'enjeu et vous avez apporté beaucoup d'éclairage sur cette démarche aussi progressive de consolidation et de soutien, mais je ne peux pas ne pas dire aussi que par ailleurs, évidemment, il y a des situations de plus en plus complexes à des échelles locales. On ne les réglera pas dans un échange comme celui-là, mais nombre de structures sont financées de l'échelon local, encore une fois, à l'échelon national, et ont connu, et sur ces enjeux d'éducation aux images particulièrement, des baisses conséquentes qui fragilisent leur action. Ils sont toujours là, vivants, mais de plus en plus à la limite de l'exercice et combatif. Et d'ailleurs, la fac s'est créée sur cette base-là, et ça faisait des années qu'on attendait aussi des positions aussi fortes en la matière. Donc j'insisterai pas là-dessus. Peut-être une dernière position importante, par les temps qui courent, les problématiques de censure, elles existent de plus en plus aussi. Alors dans les salles, on voit bien que des entraves à la programmation sont de plus en plus fortes. On a d'ailleurs, je le dis aussi pour toutes les personnes présentes, on a adhéré à l'Observatoire de la liberté de création, et on va accompagner ce mouvement aussi pour être vigilant aux côtés aussi du ministère de la Culture, qui est un délégué ministériel en la matière. Donc c'est des sujets qui nous préoccupent toutes et tous. On l'a vu aussi de plus en plus arriver dans des contextes pédagogiques, cette question de la censure. Le rapport Geffray l'a posé fortement comme un enjeu. C'est peut-être à l'éducation nationale d'y répondre, mais je profite de votre présence aussi pour le réévoquer collectivement. Cette question aussi de la préservation de ce geste pédagogique sur des œuvres qui ne vont pas de soi pour des parents. On a vu il y a quelques années, ça me vient comme ça, je pense, une institution éducative remettre en cause la programmation à une époque du film Tomboy, pour des raisons que je n'ai même pas besoin d'expliciter, parce que c'est tellement grossier que voilà, les choses sont faites. Comment on préserve cette situation et qu'on permet aux enseignants, aux artistes, parce qu'ils sont nombreux les cinéastes qui interviennent dans les classes pour accompagner ces œuvres, qui sont eux-mêmes face à ces situations de tension, comment on préserve ça? C'est une question sociétale aussi, elle participe de ce mouvement et elle n'est pas de moyens, elle n'a pas de financement, elle est de positionnement complet et de protéger les acteurs dans leur exercice professionnel. C'est une question extraordinairement difficile, mais extrêmement importante. Et je crois qu'il faut dire et redire que oui, on a un problème croissant en France sur le simple respect de la liberté de création et toutes les libertés qui vont avec, liberté de programmation notamment.
Je crois que c'est un peu comme tout ce qu'on se dit, il suffit pas de réaffirmer les principes, il faut donner les moyens qui soient, sur le terrain, respectés, suivis par ceux qui ont envie d'y croire, mais qui sont aussi, de plus en plus démunis. Vous y avez fait allusion, c'est que ce que le rapport Geffray a permis de qualifier, c'était, aussi le fait d'un peut-être changement d'une génération au niveau des enseignants. C'est-à-dire que, 35 ans après la création de ma classe au cinéma, bah, peut-être qu'on constate aussi qu'il y a, des nouvelles générations d'enseignants qui ont un rapport différent au cinéma, à l'éducation aux images. Non pas que ce serait un rapport qui serait moins fort, la cinéphilie évolue, mais c'est vrai que ben, on a des générations d'enseignants qui peut-être sont parfois moins assurés de leur propre formation, aussi d'une polarisation et d'une forme voilà, d'agressivité, d'intensité parfois malvenue dans les interactions avec certains parents. Donc voilà, il faut à la fois se redire et redire, faire respecter combien on ne peut pas. Si on commence à céder sur ces principes-là, c'est le début de la fin, mais il faut surtout se demander qu'est-ce que concrètement on peut faire pour que sur le terrain ça se passe mieux. Donc les enjeux de formation, de ce point de vue, je pense, c'est pas la seule réponse, mais c'est vraiment une première réponse majeure, je crois, et ça n'est en rien une critique que je nous adresse d'ailleurs à nous-mêmes, puisque le CNC évidemment est très partie prenante de toutes les formations film par film. Mais c'est vrai que peut-être, en appui de l'éducation au cinéma à l'image, il faut, comme ça se fait déjà beaucoup d'ailleurs, mais qu'on ait une ambition plus systémique pour des formations transversales à différents moments du parcours des enseignants. Comment est-ce que dans la formation initiale, ben voilà, on plante les quelques graines, pas simplement des concepts, des instruments qui font qu'ils seront plus à l'aise pour s'inscrire dans une démarche d'éducation au cinéma à l'image, mais vraiment que ces principes essentiels de liberté de création, aussi de la part de courage qu'il faut. Le geste éducatif, je pense, est un acte courageux et l'éducation à l'image s'inscrit dans cette perspective-là. Donc, il y a toute la question de la formation qui est importante. Mais ça n'est pas la seule. Et je crois que ce qui a pu nous inquiéter ces derniers temps, c'est de voir, dans des cas qui me semblent heureusement minoritaires, et y compris dans des cas où il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas problématique, des formes d'ingérence ou même plus simplement, plus banalement, de légèreté face à l'exigence qu'on doit avoir, justement, quand on met des cadres de soutien public, étatique ou à d'autres niveaux, pour soutenir des projets de création, l'équité qu'on doit devant ces projets, le respect du courage à nouveau qui est celui de créer, de porter des sujets. Si on veut vraiment soutenir cette démarche-là et être au fond respectueux des valeurs fondamentales de notre modèle, pas que de création, mais de modèle de société, il faut effectivement rappeler qu'il faut mettre en place certains garde-fous, certains critères. Et donc, c'est vraiment pour cette raison que la question de la liberté de création dans ces différentes incarnations est depuis quelques mois vraiment une priorité plus forte du ministère de la transversale. Il y a eu le plan qui a été annoncé récemment, mais ce plan, ce n'est pas une fin en soi, c'est un jalon, il nous faut aller plus loin. Et on a effectivement veillé, et d'ailleurs nos interlocuteurs dans les collectivités en étaient d'accord sur le fait que nous devions, sur ce sujet, redire ce qui était important dans les conventions État-région. Merci, peut-être qu'il sera plus simple. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, si on veut prendre un moment informel autour du bar, pour échanger, si quelques questions ou si quelques personnes souhaitent s'exprimer et interagir avec Gaëtan Bruel. C'est maintenant. Je vois une main se lever. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade ou il n'y a que celui-là? De même. Ouais. C'est lui, arrête de parler fort. Je peux passer le micro. Merci. Bonjour, Antoine Leclerc, délégué général de le Carrefour des Festivals, association cofondatrice de la FAC. Merci d'abord du temps que, de manière inédite, dans le tumulte cannois, vous accordez à notre secteur. Secteur qu'effectivement, ça a été dit, vous avez mis en lumière depuis un an et c'était important. Et notamment de le mettre en lumière aussi dans vos échanges avec les collectivités territoriales, les mettre en lumière en lien avec également l'ensemble de notre secteur. C'était important de rappeler, comme vous l'avez fait, que nos actions et le travail qui est mené n'est pas isolé évidemment des questions de production, de diffusion. À plein d'endroits, cela se retrouve. Et donc, merci d'avoir fait ce rappel. On a bien compris sur le front des collectivités territoriales que votre stratégie et, on l'espère, votre force de conviction, et j'y associe évidemment vos équipes, avait pour objectif d'abord de
stopper l'hémorragie et autant que faire se peut de gagner des marges de manœuvre. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui concerne le volet État et donc fonds de concours et sur les contours du fonds de concours, pour ne pas dire fonds de compensation? Est-ce que c'est bien l'entièreté des actions d'éducation aux images qui ont été affaiblies en DRAC qui sont concernées par ce fonds de concours? Et en posant cette question, c'était pour dire combien, bien évidemment, tout ce qui concernait ma classe au cinéma et des affaiblissements qui avaient pu être connus sur voilà, des opérations intégrées dans le cadre de ma classe au cinéma et des dispositifs étaient importants. Mais ma remarque, c'est pour ne pas oublier tout ce qui est porté de manière complémentaire et très particulière par les réseaux de salles, les festivals de cinéma, et qui peuvent prendre des formes très différentes. Ça peut être évidemment des programmations dédiées, évidemment des classes en résidence, des jeunes ambassadeurs, des ateliers de programmation, des ateliers de pratique. Et c'est ces volets qui ont été les plus affaiblis par les moins 15% de mémoire en 2025 qui ont été subis en DRAC, qui sont renouvelés en 2026. Et c'est là effectivement que le fonds de concours aussi est attendu. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Donc, à nouveau, c'est un peu plus de 2,5 millions, entre 2,5 millions et 2,7 millions qui, cette année, vont permettre effectivement de neutraliser les baisses à venir ou passées des budgets des DRAC sur le volet éducation aux images, pour le coup au sens large, intégrant y compris passeurs d'images. J'ai pas mal parlé de ma classe, mais c'est vraiment l'occasion de redire combien nous sommes extrêmement attachés à passeurs d'images et à une approche systémique où, à nouveau, ce qui se passe dans l'école est aussi important qu'il peut se passer en dehors. À nouveau, l'enjeu, ça n'est pas de cette façon, en neutralisant les baisses passées ou à venir, de neutraliser la capacité d'action, d'adaptation des DRAC. Aussi parce que la situation en 26 par rapport à 24, elle a connu des évolutions. Il y a des choses qui se sont arrêtées, d'autres qui ont changé. Donc l'enjeu, c'est de garder, d'avoir les mêmes moyens qu'en 24, ce qui est en soi une bonne nouvelle, mais de laisser à nos DRAC la capacité de discuter d'une situation 26. Et je leur fais vraiment confiance sur l'engagement qu'on sent de la part de toutes pour justement, dans le dialogue avec les différents acteurs, trouver les bonnes solutions. Mais je confirme qu'effectivement, on est bien sur un périmètre éducation aux images au sens large, et donc passer en ma classe au cinéma, même si on sait que l'enjeu de reconsolider les coordinations est vraiment un enjeu crucial, mais l'enjeu c'est aussi de voir comment plus largement le volet concernant les festivals peut être mieux soutenu. J'ajoute qu'il y a en réalité plein d'autres façons qu'on est en train de déployer de soutenir ces actions. Je pense par exemple au renforcement que j'avais décidé suite à notre rencontre l'an passé avec certains quand on avait eu cet échange avec les associations territoriales. Je crois 250 000 €, c'est ça, cette année, qu'on met en plus. Et je crois que, je ne dis pas que ça règle tout, mais c'est vraiment de se dire, dès qu'on a des petites marges, effectivement, on les consacre à consolider ces acteurs, vous qui êtes des acteurs socles, c'est-à-dire que en réalité, on sait que quand on consolide, quand on aide à consolider les assos territoriales, c'est des dizaines d'acteurs derrière qui vont bénéficier un peu plus, un peu mieux de tout ce que vous leur apportez déjà. Donc voilà, à la fois vraiment se rassurer sur le scope assez large du fonds de concours et aussi se rassurer sur le fait qu'on ne gèle pas la situation de 24. Au contraire, on permet de reprendre un dialogue avec vos collègues dans les DRAC qui doit permettre de continuer à avancer par rapport aux enjeux que vous identifiez. Je crois qu'il faut le micro pour leur réunion. Si quelqu'un peut m'aider. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Élise Tamizier, trésorière de l'association Cinéma 100 ans de jeunesse, intervenante et productrice. Comment pourrions-nous envisager d'ouvrir un dialogue social entre les intervenants, qui sont un maillon très important du travail, la précarité de leur statut, l'impossibilité de faire rentrer l'intermittence dans l'éducation au cinéma. Enfin, toute cette question-là qui est quand même assez compliquée et que nous n'arrivons pas à faire avancer année après année. Merci. Merci beaucoup. Encore une question importante et complexe. C'est un sujet en soi, mais qui est évidemment connecté à tout ce qu'on s'est dit par ailleurs. Il y a malheureusement toujours plus précaire que soi, mais c'est vrai que dans notre filière, on constate souvent que les intervenants, soit que ça peut être les auteurs eux-mêmes, on sait le sujet pour les documentaristes, c'est vraiment un modèle dans la distribution, dans la diffusion des documentaires
que d'aller assurer les séances, mais aussi tous les intervenants à différents endroits, pour ma classe au cinéma, aussi dans les options dont on n'a pas parlé, mais qui sont également très importantes et que je crois vont être mieux soutenues, options d'enseignement et spécialités. Bon, là, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a d'autres choses qui, je crois, peuvent aussi être faites. Ce qui a été fait, c'est par exemple de faire en sorte que dans les critères d'attribution du classement ARESC, vous savez que désormais, on est plus exigeant sur justement cette question des modalités de participation des intervenants. Donc ça, c'est un levier qu'on peut activer. Il y a aussi des discussions, alors qui concernent spécifiquement par ailleurs la question des critiques de cinéma, mais qui au fond renvoient au point des intervenants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive aussi à construire ce discours collectif d'alerte sur le fait que des maillons essentiels de la filière sont peut-être en train d'être oubliés sur leurs conditions d'exercice. Et il ne faut pas qu'on se réveille demain en faisant le constat qu'on a une typologie d'acteurs qui disparaissent quasiment, parce qu'ils basculent d'une situation de précarité objective aujourd'hui à demain une situation de précarité qui serait devenue définitive, impossible à gérer alors elle est déjà compliquée. Donc sur ce sujet, je reconnais pas avoir de réponse complète sur tout parce que certains sujets sont en chantier ou au début du chantier, mais je suis très preneur qu'on puisse s'en parler plus spécifiquement pour voir comment aussi, un peu dans la logique de double entrée, on a une attention spécifique sur la question des intervenants dans le cadre du plan éducation au cinéma et à l'image, tout en redisant que cette question ne se résume pas au plan et qu'elle pose des questions plus vastes qui doivent nous mobiliser aussi à une autre échelle. Je veux bien compléter et enrichir un petit peu votre propos parce que c'est en fait un sujet sur lequel travaille la fac quasiment depuis sa création. Enfin, c'est tout de suite venu dans les discussions parce qu'en effet, toute structure culturelle que nous sommes, on engage en fait énormément d'intervenants artistiques et notamment des cinéastes pour mener nos projets d'éducation au cinéma. Et en fait, en faisant ça, finalement, on les précarise dans une certaine manière puisqu'en fait, on ne leur rend pas possible la possibilité d'abonder leur intermittence par le biais des embauches qu'on leur fait. Enfin, nous, à l'agence du court-métrage, on engage d'ailleurs des critiques de cinéma, des cinéastes, etc., mais sous la forme soit de notes de droit d'auteur, soit de CDD. Enfin, on connaît tous par cœur ces questions sociales et les bidouilles qu'on organise tous à l'échelle de nos structures. Peut-être, du coup, une proposition qu'on pourrait vous faire, parce que c'est vrai que là, la fac est en train de se structurer sur plein de sujets, c'est peut-être d'ouvrir une discussion, peut-être avec plutôt les personnes du secrétaire, enfin, côté secrétaire général du CNC, parce que je pense vraiment que c'est un vrai sujet et en tout cas quelque chose qui taraude le secteur depuis longtemps. J'ajoute que dans sa pensée, en tout cas, la fac, c'est aussi, il y a aussi au sein de la fac des intervenants individuels, des critiques de cinéma, etc. Le syndicat français de la critique de cinéma est membre du Conseil national, hein, est rentré aussi dans la gouvernance. Mais nous avons aussi parmi nos adhérents des intervenants individuels. Moi, enfin, je sais qu'on est plusieurs à partager cette position, on les engage à se structurer sous la forme d'un petit collectif formel ou informel, voilà, pour pouvoir, finalement mener ce dialogue, entre guillemets de la fac structure employeuse à une association d'intervenants, structure, d'employés. Je prends l'exemple, Antoine est dans la salle, de ce qui s'est passé dernièrement autour de la situation des festivals, où un dialogue social a quand même été mené de grande ampleur, hein, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux, qui a quand même abouti à la création d'une convention collective, en tout cas d'une possibilité pour les festivals d'abonder à une convention collective. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et en fait, finalement, à l'échelle de notre secteur, celui de l'action culturelle, probablement dans une moindre ampleur, mais ça, en fait, on n'en sait rien parce que, enfin, voilà, on sait qu'il y a eu une enquête d'ailleurs de la SRF qui est sortie ces dernières semaines sur ces questions-là, et il y a un nombre de cinéastes quand même assez conséquent qui vivent tout ou partie, enfin, en tout cas, voilà, dont les interventions artistiques constituent quand même une manière aussi d'arrondir les fins de mois ou voire même de faire leur statut, enfin de vivre tout court, pas de faire leur statut du coup malheureusement. Voilà, donc en tout cas, peut-être que si vous en êtes d'accord, je pense qu'une démarche en tout cas structurée, là on n'est pas prêt, hein, parce que enfin on n'est pas tout à fait prêt, mais en tout cas ce dossier-là on le traîne entre guillemets depuis notre création. Donc si vous en êtes d'accord, on pourrait, quand on est prêt, se rapprocher, peut-être quand on aura structuré la filière intervenant, enfin en tout cas voilà, pour avancer sur ces questions-là et boucler la boucle. Parce que comme on se l'est dit depuis le début, tout ça, c'est un écosystème. C'est-à-dire que voilà, il y a dans la fac cette envie de travailler l'écosystème de la création à la diffusion.
Et donc pour moi, il reste quand même quelque chose de totalement insatisfaisant dans l'idée d'employer des gens et en fait de pas être capable de les payer d'une manière qui vienne les consolider, de manière générale, quoi. Merci. Merci beaucoup d'avoir commencé à aborder la question des spécialités et des options. De nombreux professionnels, des profs d'histoire, développent des clubs cinéma. La décision revient aux proviseurs de déclencher ou pas une classe de spécialité ou d'option et font barrage à la création de ces spécialités et ces options. C'est très, très dommage. Ça, je sais que vous avez donc évoqué ça. Ça veut dire que vous êtes partie prenante pour aller dans ce sens. Comment ça va se passer? Merci beaucoup. Euh, Deux choses, mais d'abord un préalable. Le CNC est partie prenante de toutes les discussions concernant le plan avec le ministère de l'Éducation nationale, dont je veux redire combien on a de la chance d'avoir un ministre extrêmement engagé sur ces sujets. Au ministère de la Culture, il y a le même répondant et il y a vraiment un alignement entre les deux ministères et les deux ministres cette question. Et puis des équipes à la DGESCO notamment aussi, à l'inspection générale aussi, fortement engagées depuis longtemps, donc qui ont pris ces sujets à bras le corps. Donc le point liminaire, c'est à nouveau que formellement, les options et spécialités, c'est plutôt un sujet DRAC-rectorat dans lequel aujourd'hui le CNC n'a pas un rôle formel. Et donc voilà, j'en parle plutôt au titre du suivi général du plan pour partager ce que je peux en dire. Je crois que l'ambition, c'est le premier des deux points que je voulais faire, c'est justement de penser à un continuum de parcours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est dit il faut que 100% de nos jeunes aient une éducation au cinéma et à l'image, concrètement, comment c'est possible? Et comment on tient compte d'une multitude de situations et aussi d'envie de nos jeunes? Et donc là, l'idée, c'est de se dire, il faut que 100% de nos jeunes, sans qu'ils aient le choix, ils n'ont pas le choix de faire des maths ou du français, mais voilà, il faut, je ne dis pas que j'appelle à la création d'une matière universelle, mais en tout cas, comment 100% de nos jeunes, grâce à ce référentiel commun de formation, dès la rentrée prochaine, vont être beaucoup plus exposés qu'aujourd'hui à plein de formes d'éducation au cinéma, à l'image. L'enjeu des options et des spécialités, c'est de permettre à ceux qui, effectivement, ont envie d'aller plus loin dans cet apprentissage, cette éducation, eh bien, de le faire. Et il faut faire le constat qu'aujourd'hui, en réalité, depuis quelques années, cette carte, elle est gelée. Alors, je ne pense pas que ce soit d'abord la faute des proviseurs ou des principaux. Ils peuvent voilà, jouer un rôle facilitant, mais je pense qu'il y a une difficulté à un autre niveau qui a été voilà, tout à fait identifié par les deux ministères. C'est qu'il y a besoin de reprendre ce travail. Et ça fait partie du plan ECI. Hein, c'est ce qu'on voit pas, c'est pas visible, mais en ce moment, il y a un travail qui est fait par les deux ministères et dans le ministère de l'Éducation nationale pour faire cette cartographie des options, des spécialités, voire notamment la question des CHAC, qui est une question, je pense, extrêmement importante. Classe à horaire aménagé cinéma. Vous savez, il y a un écart entre le nombre de classes à horaire aménagé cinéma. Alors, il y en a une dizaine, une vingtaine, même c'est difficile d'identifier le nombre, elles n'ont pas toujours cette appellation-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup moins que des classes horaires aménagées musique notamment. Pourquoi? Parce que les CHAM, classes horaires aménagées musique, donc c'est le fait qu'au collège, vous avez un enseignement assez ambitieux, même votre volume horaire global est aménagé pour permettre une pratique musicale, les classes horaires aménagées doivent être associées à des conservatoires. Et là, on tombe sur un autre enjeu du plan, c'est que paradoxalement, le cinéma est à la fois l'art le plus populaire et le seul qui n'a pas un cadre de pratique populaire, qui n'a pas forcément vocation à former les futurs professionnels et talents de la filière, mais tout simplement, à nouveau, dans ce continuum progressif, tous nos jeunes exposés à l'éducation au cinéma à l'image, ceux qui le souhaitent peuvent se spécialiser un peu en temps scolaire, option ou spécialité, chaque dès le collège, mais aussi en dehors avec peut-être demain des conservatoires, on y travaille, qui auront une section cinéma. Donc je crois que le plan, c'est la bonne nouvelle, a tout à fait identifié le besoin de se remettre en mouvement sur la question des options spécialités. Il faut juste le faire en bon ordre, c'est-à-dire repartir d'un diagnostic, de voir aussi comment il y a peut-être des sujets de modernisation du cadre qui rend ces options possibles. Le dernier point que je voulais faire, c'est que on s'assure vraiment, et le ministre est très engagé, et d'ailleurs les deux ministères, puisque les deux ministres, Catherine Pégard et Édouard Gervais, vont très prochainement
réunir les DRAC et les recteurs ensemble sur un certain nombre de sujets. Et donc c'est aussi comme ça, c'est aussi en sensibilisant. J'ai parlé déjà à une réunion de recteurs. Dès que l'occasion est donnée, je fais un point spécifique avec chaque rectorat. Donc voilà, on sait que les recteurs, ils ont aussi cette parole à porter. Et donc je crois, et peut-être que ça peut être la conclusion de l'échange de ce jour, c'est qu'on est vraiment à la croisée des chemins. Et je ne le dis pas pour qu'on se mette plus de pression qu'on en aurait déjà, mais voilà, je pense qu'on a derrière nous des années, même des décennies de formidables réussites. Et en fait, c'est pas très compliqué que de faire mieux reconnaître tout ce que vous apportez déjà, non seulement à la filière, mais je dirais surtout à notre pays, à notre société. Maintenant, l'enjeu, c'est de voir comment, à nouveau, on retrouve un peu notre souffle. On a des bases plus sereines pour avancer. On essaie de repenser cette coalition qui est nécessaire. On peut avoir voilà, des opinions politiques différentes entre l'État et certaines collectivités, mais je crois que le plus beau symbole, c'est de voir par exemple des départements dont on dit qu'ils sont effectivement, c'est aujourd'hui parmi ceux le niveau de collectivité qui est le plus en difficulté. Bah, le fait que vous avez aujourd'hui des départements qui ne lâchent rien, qui se réengagent sur ces sujets, c'est bien la preuve que la culture, comme on le rappelle inlassablement, c'est une question de choix. Ce choix est possible, y compris et surtout quand on est dans un contexte d'adversité. Et je crois que la parole qu'on a apportée, c'est que on a beaucoup d'instruments, de solutions à proposer pour que ce plan, je suis sûr qu'il va être une réussite. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est qu'on lui donne un écho extrêmement puissant, que vous continuiez à nous faire remonter les difficultés du terrain, les points qu'on n'aurait pas complètement envisagés, parce que je suis le premier à reconnaître qu'on ne peut pas avoir depuis le CNC la science infuse, même si vraiment l'équipe, et je salue à nouveau le travail de la direction, des territoires et des publics des territoires. Vous avez vu qu'on a fait légèrement évoluer l'appellation, ça reste la DPT, mais on a voulu mettre la question des publics au cœur de ce qu'est le mandat de cette direction. Voilà, on est vraiment à votre écoute, à vos côtés. On sait que les prochains mois vont pas être beaucoup plus simples, mais en tout cas, à chaque fois qu'on peut essayer d'améliorer, de soutenir un sujet, on le fait. On y croit, on lâche rien. Et à nouveau, je finis par là, ne nous faisons pas voler le narratif de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voudrait nous enfermer dans des débats politiques qui ont toute leur importance. Je dis surtout pas le contraire, mais je crois que, y compris ce débat politique, malheureusement, ils sont le fait un peu d'un rétrécissement de nos vies, d'une forme de polarisation. Et à nouveau, nos vies et le cinéma est plus grand que les petits écrans où on veut les enfermer. Et le cinéma, de plus en plus, la salle de cinéma va être aussi ce lieu d'une détox numérique où on va vraiment laisser nos portables de côté, où on va réapprendre le sens du collectif, où on va essayer d'apporter vraiment un mieux-être dans les familles. Donc voilà, je crois qu'on doit être pas du tout naïf sur la complexité des temps que nous vivons, mais vraiment très conscient qu'on est en train, je crois, de faire la démonstration que notre pays a beaucoup de chance d'avoir des centaines de salles de cinéma, des centaines d'acteurs et aujourd'hui une fédération dont je veux dire vraiment que c'est une très bonne nouvelle pour la filière. On avait aussi besoin de cette voix commune pour faire porter davantage la voix de l'action culturelle cinématographique. Donc merci à vous, on continue, on lâche rien.